Quand la réalité se confronte à une création de laboratoire, tout peut exploser. Comment facilement tester son design en conditions réelles? On en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par ZK4S Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et qui m'a enseigné une super leçon de design. Et bien évidemment, derrière, je vais vous donner un petit peu les clés, les astuces pour pouvoir réellement tester son design en contexte réel. Je vais tout de suite vous raconter. Il y a pas longtemps, je suis parti une semaine dans le Pays Basque pour prendre un petit peu des vacances. Ça faisait longtemps, voilà. Je suis parti une semaine, j'ai pris le train de Paris jusque dans le Pays Basque, donc c'est le TGV, il y a à peu près 4 heures de voyage, mais c'est pas très important pour l'histoire. Et donc là, se passe bien, la semaine se passe bien, le retour, me voilà reprendre le train, super cool, ça se passe bien, et je découvre que la SNCF est en train de faire une campagne, alors d'ailleurs je crois qu'elle dure depuis assez longtemps, no filter ou siège avec vue. En gros le but c'est juste de promouvoir dans le train le fait que le train c'est agréable, c'est cool parce que tout le temps où on se balade, où on n'a pas à conduire, où on n'a pas à faire quoi que ce soit, on a une belle vue sur plein de paysages assez variés, d'ailleurs en France, et que du coup c'est sympa et qu'il faut en profiter quoi. Et donc pour faire ça, ils ont mis des autocollants avec le hashtag NoFilter, pour jouer un petit peu avec les réseaux sociaux, etc. Et d'autres autocollants où il y a écrit siège avec vue, avec un petit emoji pour regarder quoi, de longue vue un petit peu. Et donc ils ont mis ces autocollants sur les vitres, donc hyper contextuel, plutôt bien pensé, c'est-à-dire on jette un œil un peu hasardeux quand on rentre dans le train, on voit ces trucs-là et on se dit ah ouais c'est vrai que c'est marrant, je vais pouvoir passer du temps à regarder un petit peu dehors si j'avais rien de prévu ou juste si j'ai envie de me détendre un peu. Donc l'effet marche plutôt bien, c'est bien contextualisé au bon moment, on n'est pas en train de filer des annonces vocales ou des trucs comme ça que tu vas pas écouter, on te le place dans le contexte et c'est plutôt bien pensé. En soi, j'ai beaucoup aimé l'idée de la campagne. Le problème, c'est que donc, une fois que je m'étais assis à mon siège et que je me dis, tiens, c'est vrai, j'aime bien prendre le temps de regarder la vue, surtout que là, je venais d'une destination de vacances que je connais pas forcément bien, donc voir les paysages, c'est toujours cool. Le train passe un peu au bord de la mer en plus, donc vraiment sympa. Et je me retrouve avec l'autocollant en plein au milieu de ma vue. Ils ont placé les autocollants en haut à gauche sur les vitres, alors ce qui rend super bien sur les renders 3D, qui rend super bien sur les publications photos de la SNCF, mais le problème c'est que en haut à gauche de la vitre, pour une personne de taille moyenne, c'est-à-dire à peu près 1m70, en France globalement c'est une taille assez logique, ça se retrouve pile poil au milieu de notre champ de vue, parce que les vitres sont pas hyper hautes dans le TGV, surtout qu'on était ici en salle haute, et voilà, on se retrouve juste à ne pas voir bien le paysage à cause de l'expérience qui cherche à nous promouvoir de voir le paysage. Alors c'est tout con, mais c'est quelque chose qui finalement a dégradé mon expérience de train au lieu de la valoriser comme c'était le but de la campagne. Et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce que ça n'a pas été testé en conditions réelles, ou en tout cas pas assez testé en conditions réelles. Peut-être qu'ils l'ont uniquement testé dans certains types de trains, peut-être qu'ils l'ont pas testé en salle haute, où les vitres sont un petit peu plus basses par rapport à la tête des utilisateurs. Et donc on se retrouve avec une énorme partie des gens, parce que donc ça veut dire tous les TGV qui ont 2 étages, tout l'étage du haut se retrouve avec ce problème-là, ce qui est quand même assez important en termes de nombre en France, juste parce que le design n'a pas été testé en conditions réelles. Et donc la leçon derrière ça, c'est il faut toujours tester en vrai, toujours. Là dans leur cas, ils auraient pu venir avec leurs quelques maquettes d'autocollants, essayer de les placer à différents endroits, s'asseoir aux différents sièges pour voir si ça marchait bien, ça gâchait pas la vue, etc. Et ils s'en seraient très vite aperçus que peut-être sur l'étage du bas du train, on peut le mettre en haut à gauche, mais sur l'étage haut, on va plutôt le placer en bas à gauche parce que c'est là où ça gêne le moins la vue et c'est toujours lisible. Voilà. En tout cas, le test en conditions réelles aurait clairement aidé à améliorer cette expérience qui pourtant est plutôt bien ficelée de bout en bout. Et c'est juste sur de la finition, sur du placement, où on vient dégrader énormément l'expérience par manque de test. Alors, ça vous allez me dire,
on ne design pas tous les jours des autocollants pour les vitres de train, c'est clair. Mais par contre, on peut en apprendre plein de choses pour le design numérique. Deux choses, quand on design pour le numérique, en général, on va designer pour du mobile ou pour du web, et pour ces deux choses-là, on a une solution pour tester au mieux en contexte réel, sans avoir à perdre de temps. La première pour le design mobile, c'est Figma Mirror, ou l'équivalent Adobe XD, je pense que Sketch ont également une application comme ça, qui permet tout simplement de visualiser sur son téléphone en temps réel ce qu'on est en train de créer sur notre logiciel de design. Et donc, au lieu de juste regarder votre écran d'ordinateur avec une frame de téléphone dedans, vous allez pouvoir tester l'interface directement sur votre téléphone. Et ça a énormément d'avantages. Déjà, on se rend beaucoup mieux compte des proportions. Est-ce que nos tailles de texte sont petites, sont grosses, sont cohérentes entre elles? Est-ce que ça attire bien l'attention comme il faut? Est-ce que le scroll est important ou pas? Parce que forcément, quand on a une longue frame qui va faire plusieurs écrans de scroll, ça va potentiellement apparaître lourd, potentiellement apparaître bien sur notre écran d'ordi, mais quand on va arriver sur notre téléphone, mais ça se trouve, certains contenus hyper importants vont être cachés derrière le scroll, et donc là on a un problème et il faut le régler. Donc vraiment, là c'est des choses on peut s'en apercevoir que en testant en réel, en tout cas, on s'en apercevoir aussi bien. Pareil sur la charge visuelle, pareil sur l'accès à une main. Est-ce que un bouton hyper important, en fait, il est hyper galère à choper parce qu'il est tout en haut à gauche de l'écran? Alors, vous pourrez bien sûr vous en apercevoir par réflexion, mais en tout cas là, vous allez avoir le ressenti et capter tous ces petits détails qu'on peut avoir tendance à oublier pendant la phase de design. Donc c'est essentiel d'utiliser ces outils. Je sais que je les utilisais pas assez personnellement avant. Et là, ces dernières semaines, j'utilise tout le temps. C'est-à-dire, limite, quand je design, il y a mon téléphone posé à côté avec Figma Mirror, et le seul endroit où je regarde le résultat, c'est sur mon téléphone. Je le prends en main, et là, à ce moment-là, je me rends compte de concrètement tous les petits détails qui viennent potentiellement faire foirer l'expérience. Donc ça, c'est extrêmement simple à mettre en place. Figma Mirror, c'est gratuit, c'est inclus dans votre plan Figma, il n'y a rien de plus, et c'est du temps réel par rapport à ce que vous designez, c'est génial. Si vous êtes plutôt design web, donc du design à destination plutôt d'un navigateur, du coup d'un site qui va être dans un navigateur, il y a plusieurs points à en prendre en compte. Le premier, c'est de mettre tout le temps les éléments de navigateur. On a tendance à prendre un écran par exemple 1440 par 900 et designer là-dedans. Sauf que la réalité, c'est que dans cet écran de 1440 x 900, il va y avoir toutes les barres de navigation du navigateur. Et ça prend vraiment beaucoup d'espace. En fonction des navigateurs, Safari est plutôt léger là-dessus. Google Chrome, par exemple, va commencer à prendre une bonne centaine de pixels, il me semble, en haut de l'écran. Et donc ça fait tout à fait la différence. Et puis ça nous oblige aussi à prendre en compte le titre de la page en compte, les moyens de navigation natifs et les moyens de navigation qu'on va inclure dans notre site web, la vraie hauteur de l'écran disponible, et donc ça va changer beaucoup de choses. Si on design en incluant dans notre design des éléments du navigateur, du browser, on va connaître l'espace réel de scroll, pareil on va avoir une meilleure compréhension de la charge visuelle, parce qu'on vient ajouter cet élément auquel l'utilisateur se confrontera, on va prendre en compte toutes les possibilités de navigation, et on aura derrière une proposition de design bien plus pertinente. Et ça, je l'avais déjà appliqué dans des projets précédents, en agence notamment, et ça fait vraiment la différence. Également, quand vous allez le faire tester à des utilisateurs, ils seront beaucoup plus immergés, ils comprendront beaucoup mieux le contexte d'usage si ces éléments sont posés. Donc pour ça, vous avez tout simplement des librairies où vous pourrez trouver des fichiers Sketch, Adobe XD, Figma, n'importe quoi, qui ont ces éléments de browser. Vous aurez juste à les copier-coller, à les mettre dans votre design pour les inclure et les prendre en compte. Donc visualiser ce que vous designez en contexte, ça donne tout son sens à l'interface et ça permet de spotter hyper rapidement, hyper intuitivement tous les petits défauts qu'on pourrait oublier quand on design sur un grand écran d'ordinateur tout simplement. Donc en bref, mon conseil c'est juste essayer de designer au maximum avec Figma Mirror à côté de vous si vous faites du mobile, ou en utilisant les éléments de navigateur sur vos designs web. Et ce que je vous recommande de faire, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps avec Figma, même avec l'application Figma, on peut ouvrir une deuxième fenêtre Figma. Pour ça, tout simplement, par exemple, vous allez lancer le prototype de l'écran que vous êtes en train de designer, pour l'avoir en vraie taille, et vous allez attraper l'onglet de Figma du prototype, le détacher de votre fenêtre Figma, et du coup vous aurez deux fenêtres Figma différentes. Donc si vous avez deux écrans, vous pouvez
poser le prototype avec la preview à la vraie taille, à la bonne taille, avec vos éléments de navigateur, etc. sur un écran qui va vous permettre de prévisualiser et avoir l'autre écran de travail. Et donc là, vous avez quasiment le contexte de la réalité sur lequel vous pouvez tester votre design en parallèle directement, donc c'est vraiment génial. Pour terminer cet épisode, j'ai une dernière petite histoire à vous raconter, pareil, une question de contexte réel qu'on avait raté, qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer et qui nous a appris beaucoup de choses. Il y a du coup maintenant un peu plus d'1 an et demi, lorsque j'étais chez Meaningful, donc l'agence de design produit, on a fait plein de projets très cool avec des bons souvenirs, et celui-ci en était un. On travaillait à un moment pour une usine, parce que là on travaillait sur un écosystème applicatif pour eux, donc il y avait plein d'usages et plein de corps de métier qui allaient l'utiliser. Dans les requirements initiaux, fallait que ce soit en dark mode. Donc on a tout designé premièrement en dark mode, et donc dans cet écosystème d'applications, il y a des applications dédiées aux utilisateurs de bureaux, donc ils seraient en intérieur dans un environnement peu lumineux, et au fur et à mesure des applications qui allaient aussi être utilisées par des opérateurs sur le terrain dans certains bâtiments de l'usine, et peut-être aussi en extérieur. Donc forcément, quand une de ces interfaces-là est arrivée jusqu'à un des bâtiments de l'usine qui était alors plutôt ombragé pour le coup, c'était plutôt en intérieur, mais avec un environnement plutôt lumineux, mais surtout de très mauvais écrans. Parce que forcément, quand nous on est habitué à travailler pour des écrans de bureau, on a une relativement bonne qualité. Mais quand on vient dans une usine qui gère des produits chimiques, dans un gros écran qui va être au contact de tout cet environnement-là, forcément c'est des écrans d'un peu moins bonne qualité, avec des protections tout autour qui rendent sa lecture un peu plus compliquée. Et du coup, on s'est aperçu que dans ce cas-là, sur ce type d'écran-là, dans ce contexte-là, le dark mode était clairement pas suffisant et pouvait poser quelques problèmes de lecture. Et donc, en testant en conditions réelles, on s'est déjà aperçu que c'était pas qu'une question de luminosité autour de la personne, l'affichage qu'on allait choisir, mais aussi de qualité de l'écran qu'il y avait derrière, d'orientation de l'écran, parce que dans ce cas-là, en plus, l'écran était orienté de manière pas hyper pratique pour des raisons de sécurité et de protection face aux produits chimiques. Et donc, voilà. En se confrontant vraiment au monde réel, on s'est aperçu de certaines problématiques engendrées par le design, et derrière on a pu le corriger, apporter des améliorations à ça. Donc tester avec du vrai matériel, des vraies conditions, ça apporte toujours un nouveau contexte au design, des particularités, et c'est ça qui va nous permettre de pousser le design plus loin et d'avoir un produit vraiment finalisé jusqu'au mieux qu'on puisse, mais dans ses moindres recoins. Donc, pour conclure ce podcast, le test en situation réelle basique, c'est extrêmement facile. Figma Mirror, si vous faites du design mobile, vous posez des éléments de navigateur et vous faites une grosse preview si vous faites du design web, et ça vous permet d'avoir tout le contexte et de diminuer fortement les erreurs un peu de base. Et après, dès qu'on va travailler pour un contexte qui n'est pas le contexte basique par défaut, ça va toujours valoir le coup de nous-mêmes se déplacer dans ces endroits-là, dans ces contextes-là, pour vérifier que ce qu'on a imaginé dans un endroit un petit peu sécure, un petit bureau tranquille, fonctionne vraiment bien dans la réalité, parce que forcément, il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc ça ne vient pas en remplacement des tests utilisateurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste soi-même se déplacer pour analyser, vérifier notre design. Si ce podcast vous a plu et vous a intéressé, je vous invite à le partager sur LinkedIn, sur Twitter, sur Slack, dans votre groupe avec vos collègues. C'est toujours cool, ça permet de faire grandir le podcast et puis de partager des idées qui vous ont peut-être intéressé. Et puis, bon partage autour de vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!